C'est officiel, le bull run est là. Bitcoin a dépassé les 89 000 dollars, les altcoins s'envolent et BlackRock achète même 1 milliard de dollars de Bitcoin. Mais qui dit bull run dit aussi la période la plus intense et la plus difficile à gérer. Vous allez être harcelé d'informations en tout genre et vous devez absolument gérer vos émotions pour pas faire n'importe quoi. Et justement, dans cette vidéo, je vous propose d'analyser ensemble tous les événements importants de la semaine pour comprendre déjà quel secteur et crypto pourrait exploser à la hausse grâce à Trump. Et on finira aussi par 3 conseils vitaux pour réussir durant cette période excitante mais difficile. Déjà, ça vous aura pas échappé, mais Donald Trump, il a gagné les élections présidentielles américaines. Et en plus, le Sénat a obtenu une majorité républicaine. Autrement dit, Trump aura le champ libre et il pourra faire voter ses lois par le Sénat. Le secteur de la crypto, il a réagi immédiatement. Bitcoin a atteint un nouveau plus haut historique, d'abord à 80 000, puis est monté progressivement jusqu'à atteindre les 89 000 dollars. Et du côté des altcoins, on a également eu des hausses de partout. Ok, bon, alors pourquoi est-ce que c'est aussi important et surtout, comment utiliser cette info à votre avantage? Déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Trump, il a été ouvertement pro-crypto durant toute la campagne. Il a fait plusieurs promesses, par exemple celle de lancer un fonds fédéral de Bitcoin. Mais il a également promis de remanier les impôts sur les cryptos. Donc certes, ça c'est la première chose qui a fait bouger le marché, mais c'est pas la seule raison. Parce que en plus de ça, on a Gary Gensler, donc le directeur de la SEC, le gendarme financier américain, qui va très certainement quitter son poste une fois que Trump sera à la Maison Blanche. Le truc, c'est que je vous rappelle quand même que c'est lui qui a mené toute la campagne ouvertement anti-crypto sous le mandat Biden. Il a attaqué par exemple Binance, Coinbase, Kraken, Ripple et j'en passe. Il avait même annoncé qu'il allait attaquer prochainement MetaMask ou encore Uniswap. Tout le monde le sait maintenant, les régulations pro-crypto elles arrivent. Et en plus de ça, eh ben, le risque de se faire attaquer par la SEC il va fortement diminuer. Du coup, les acteurs du secteur, ils se disent pourquoi attendre que Trump soit en poste, donc au début d'année, pour lancer leur nouvelle crypto ou leur nouveau produit. Autrement dit, tout ce qui était un peu dans les tuyaux, mais qui était freiné par la peur de se prendre un procès, risque de sortir maintenant. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, il y en a qui sont déjà à la manœuvre, hein. On a vu par exemple le market maker Wintermute qui a proposé que le token ENA capture une part des frais du protocole pour les redistribuer. Le truc, c'est que ça ressemble exactement à des dividendes, raison pour laquelle la plupart des entreprises ont été attaquées depuis les dernières années par la SEC. Mais du coup, moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que si eux prennent le risque, d'autres vont le faire. Dans la crypto, comme dans pas mal de domaines, c'est premier arrivé, premier servi. Et ça risque de créer justement un effet boule de neige. On a d'ailleurs eu une très bonne citation du directeur du journal The Block qui nous dit: le crime est maintenant légal, lancez les tokens. Bon, maintenant il est temps de voir ensemble c'est quoi justement les secteurs et les cryptos qui pourraient exploser à la hausse grâce à Trump. Je précise quand même que c'est pas un conseil en investissement, hein, donc faites toujours vos propres recherches. Déjà, on peut commencer par Solana et son écosystème. Je vous rappelle que la SEC américaine, elle a rejeté les demandes pour lancer un ETF Solana. Et BlackRock, sur la question, ils avaient déclaré qu'ils allaient rester concentrés sur Bitcoin et Ether pour l'instant. Mais avec un gouvernement pro-crypto et avec une nouvelle tête d'affiche de la SEC, eh ben, il y a fort à parier qu'un ETF Solana pourrait voir le jour courant 2025. Bon, là, à l'heure où je vous parle, ça reste de la spéculation. Mais le truc, c'est que si on réfléchit 30 secondes, en 2023, c'est la rumeur de l'ETF Bitcoin qui a drivé tout le cours à la hausse. Alors, il n'y a même pas besoin que l'ETF Solana sorte vraiment, hein. La simple reprise des rumeurs pourrait déjà avoir un impact intéressant. Et la deuxième info importante à noter concernant Solana, c'est que PayPal, eh ben, ils ont lancé leur stablecoin sur Solana. Et qui est le fondateur de PayPal, qui accessoirement est l'un des plus gros soutiens de Trump? Peter Thiel. Bon, concrètement, voici quelques cryptos qui me semblent intéressantes à surveiller. Déjà, on a Jupiter, qui est le DEX principal sur Solana. Il a déjà bien monté d'ailleurs, mais il pourrait continuer d'avoir de bonnes performances. On a également Radium, qui est un des premiers DEX, si ce n'est pas le premier, mais on a également le PIT, on a également le Drift Protocol, qui a une capitalisation un peu plus petite, mais qui pourrait faire des émules. On a bien sûr Parcel, qui est dans le narratif des RWA et qui a déjà pas mal performé depuis l'annonce. Après, pour les plus dégènes, on a bien sûr les mêmes coins principaux sur la blockchain de Solana, donc le Dog with Hat, le Bonk et le Mudeng. L'autre secteur important à surveiller selon moi, c'est celui de Coinbase. Je rappelle quand même que Coinbase c'est un des plus gros exchanges au monde et accessoirement le plus gros aux États-Unis. Eux aussi, ils ont été attaqués par la SEC et ils ont listé très peu de nouvelles cryptos par rapport à leurs concurrents. Du coup, avec le nouveau gouvernement, on peut spéculer sur deux grandes infos à notre avantage. La première déjà, c'est qu'on pourrait voir le listing de beaucoup plus de cryptos sur la plateforme. Et devinez quoi? Coinbase a un fonds d'investissement, Coinbase Venture. Ça me paraîtrait donc plutôt logique qu'une partie de ces cryptos soit listée chez eux.
Le deuxième point, c'est que Coinbase, en plus d'avoir un fonds d'investissement et une plateforme de crypto, ils ont aussi leur propre blockchain Base. Ceux qui ont fermé les airdrops durant les 2 dernières années savent déjà que Base était pressenti comme pouvant lancer son propre token, mais que la menace justement de la régulation ou d'un procès justifiait pour beaucoup le fait qu'ils ne le lancent pas. Par contre, maintenant, si avec les nouvelles régulations, ils lancent leur token, et ben ça fera très certainement monter tout l'écosystème. Et à mon avis, il est temps de s'intéresser un peu plus profondément au narratif Coinbase. Pour vous en citer juste quelques-unes, on a Aerodrome qui est le premier DEX sur la plateforme Coinbase. Et on a également le même coin principal, le BRET, pour les plus dégénérés d'entre vous. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, parce qu'à l'heure actuelle, je prépare une vidéo entière dédiée à l'écosystème Coinbase. Le troisième secteur, il est plutôt évident. Quand vous réfléchissez un peu, quel secteur en particulier a besoin d'intégrer des paiements en crypto? Mais quel secteur dans le même temps a du mal à le faire à cause de la régulation? Eh bien le gaming. Et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de jeux d'envergure qui sont en développement déjà depuis le dernier cycle et qui vont sortir cette année. Bon, je tiens quand même à tempérer les choses parce que pour moi, le gaming, ça fait partie des narratifs qui ont le plus de variables incontrôlables. Du coup, au lieu d'essayer de chercher le nouveau jeu tendance qui va plaire, eh ben moi, personnellement, je préfère me focaliser sur les cryptos d'infrastructure. Autrement dit, les blockchains qui vont sous-tendre les systèmes monétaires des jeux. Et pour ceux qui suivaient déjà la chaîne durant le cycle dernier, vous savez que parmi elles, on a Avax et également Immutable X. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que la bêta d'un jeu très attendu va sortir sur PS5 et Xbox. Le jeu, c'est Grid Battle Royale Shooter et ils ont leur propre subnet sur Avalanche. Bon, et maintenant, on passe à l'info la plus croustillante. Le fait que la crypto va devenir la jungle et qu'on va voir des cryptos et des concepts arriver de toutes parts. Bon, déjà, tout simplement parce que c'est comme ça durant un bull run, mais également parce que le fait que les États-Unis donnent le ton et qu'on n'a plus de Gary Gensler, eh ben, ça sera le moment de prendre des risques pour lancer de nouvelles initiatives, pour les projets sérieux et aussi le grand retour des arnaqueurs. Par contre, là où c'est positif pour nous, c'est que si ça redevient la jungle, ça implique deux choses. La première, c'est qu'on risque de connaître un gros cycle, parce qu'il n'y a rien qui attire plus les retail et les spéculateurs que la jungle, et la promesse accessoirement de profit rapide. Et qui dit beaucoup de retail, dit également beaucoup de liquidité et un cycle très prolifique pour ceux qui sont déjà positionnés. Le deuxième point, c'est que les petites capitalisations, eh ben, elles vont revenir un peu au goût du jour. Depuis le début de ce cycle, il y a énormément d'analystes américains qui nous expliquent que le cycle est différent. Bon, ça c'est un peu toujours la même rengaine et que les liquidités, eh ben, elles vont être sur les gros projets et même que tous les altcoins ne vont pas monter. Donc jusque-là, je suis plutôt d'accord. Autrement dit, qu'il vaut mieux investir sur les têtes de liste des narratifs et laisser un peu de côté la recherche de pépites et de micro-capitalisation, qui était vraiment l'activité la plus rentable durant les cycles précédents. Pour moi, le raisonnement, il est plutôt cohérent quand on voit que le Bitcoin, depuis le début du cycle, eh ben, il a mieux performé que les alts. Par contre, l'arrivée de Trump et l'au revoir de Gary Gensler risque un peu de tempérer les choses. Certes, il y aura quand même une polarisation, donc on va pas avoir des liquidités qui vont se déverser sur tous les altcoins, ça je suis d'accord. Par contre, je pense qu'une exposition partielle à des plus petits altcoins pourrait être un must-have quand même pour le bull run, étant donné qu'on va avoir beaucoup de listings à tout va, et que selon moi, on va avoir le grand retour des launchpads. Pour ceux qui le savent pas, les launchpads, ils sont pas autorisés aux États-Unis. Si vous y avez déjà participé, vous avez sûrement déjà vu que durant l'inscription, il fallait cocher une case qui indiquait que vous n'étiez pas résident américain. Et avec Trump, eh ben, on pourrait avoir le grand retour justement de ce type de lancement de projet. On pourrait même peut-être avoir les ICO qui seraient de retour. Pour ceux qui ne savent pas, hein, la grosse tendance jusqu'en 2017 pour lancer des nouvelles cryptos, c'était les ICO. Autrement dit, des levées de fonds où vous pouviez investir directement en crypto. Ensuite, il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup de réussites et beaucoup de régulations, ce qui a fait que durant le dernier cycle, en 2021, bah, cette fois-ci, la grosse tendance, c'était plutôt les launchpads. Donc une plateforme sur laquelle vous achetez le token, donc une allocation, et grâce à cette allocation, vous aviez accès donc à des cryptos sur un nouveau projet. Bref, en tout cas, si grâce à Trump, on a une grosse explosion des launchpads et peut-être même un retour des ICO, ça serait plutôt épique. Maintenant, je veux quand même tempérer les choses. Ayant vécu 3 cycles maintenant, je trouve qu'on n'a jamais eu un cycle aussi facile à lire. Ce que j'entends par là, c'est que les grosses cryptos et les gros narratifs, ils sont plutôt évidents. Alors, on n'est pas à l'abri d'un narratif auquel on n'aurait pas pensé qui va sortir durant le cycle et ça va sûrement arriver. Comprendre en fait le lien, par exemple, entre l'intelligence artificielle qui fait un buzz monumental en continu avec les nouvelles sorties, des mises à jour de ChatGPT, etc. Faire le lien entre ça et la crypto était plutôt simple à faire. D'autant qu'on a eu la chance que la grosse hype autour de l'IA soit sortie durant le cycle baissier. Bon, on va maintenant parler du Dogecoin. Ça vous a pas échappé, hein, il a pris plus de 110% en une semaine, il bat tous les records, et ça c'est directement imputable à l'élection de Trump. Ah,
Et c'est plutôt facile de comprendre hein, que Elon Musk a toujours été la personne qui a fait le plus de promotion au Dogecoin, allant jusqu'à recruter, financer les équipes de développement. Et le fait est qu'il participe à la campagne de Donald Trump a fait exploser du coup la crypto. Le deuxième point qui explique cette hausse, c'est qu'en 2022, Elon, il avait été accusé de manipuler le cours du Doge. Après ça, il a tweeté beaucoup moins sur la crypto. Mais en août de cette année, il a gagné son procès où on lui demandait un 260 millions de dollars. À mon avis, Elon, il va reprendre la promotion active du Dogecoin et peut-être même qu'on verra un Doge à la Maison Blanche. Bon, maintenant on va parler de l'Ether qui est pas mal sous-évalué. Bon, maintenant on va parler de l'Ether qui est à mon sens pas mal sous-évalué. Alors que le Bitcoin a atteint donc plusieurs nouveaux ATH, l'Ether lui il est encore très loin de son ATH qui était à plus de 5000 dollars. On a eu pas mal de foot cette année avec des gens qui nous expliquaient que tout le monde allait repartir sur d'autres blockchains, notamment Solana, et que l'Ether allait passer un peu en dessous. Paradoxalement, en début d'année, il y avait pas mal de gens qui voyaient l'Ether surperformer le Bitcoin et même le dépasser en termes de capitalisation. Alors est-ce que justement il est mort? Est-ce qu'il va remonter? Moi je pense qu'il est juste sous-évalué et qu'il y a un bon mouvement à faire. Je précise que c'est pas un conseil d'investissement encore une fois, hein, mais je vais vous parler maintenant des différentes raisons qui me laissent penser ça. Déjà, il y a l'effet Coinbase, dont l'action a monté de plus de 30%. Et pour ceux qui ne le savent pas, une majorité des services de Coinbase reposent sur Ethereum. Le deuxième point, c'est le volume des ETF de l'Ether qui atteignent des niveaux records. En fait, au lancement de l'ETF, il est arrivé dans une période plutôt creuse et il n'a pas connu le même intérêt que l'ETF Bitcoin. Mais par contre, maintenant que le marché reprend du poil de la bête, que les vacances sont finies aussi depuis quelques temps, et c'est le moment parfait justement pour les investisseurs plus institutionnels de se diversifier et d'investir également dans l'Ether, ou du moins dans l'ETF de l'Ether. Donc qui dit plus de volume, plus d'institutionnels, ça fait une demande accrue. Tout le monde va vouloir à un moment donné sauter sur l'opportunité. On a déjà vu ça depuis l'élection de Trump, mais ça risque de s'accélérer. On parle quand même de la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation, celle qui a apporté le plus d'innovation avec les contrats intelligents. Et là, à l'heure actuelle, elle n'est pas à son ATH alors que le Bitcoin l'est. Ça me semble un mouvement plutôt raisonnable pour des grands acteurs, et même pour nous d'ailleurs. Ensuite, je le rappelle, mais depuis que l'ETH il est passé en proof of stake, on a un système de réduction de la supply. Enfin, le dernier point qui me laisse penser que l'Ether il est sous-évalué, c'est que un des secteurs qui va être le plus favorisé par les nouvelles régulations, c'est la DeFi. Et les principales decks sont, encore une fois, sur ETH. Et maintenant, on va voir ensemble les 3 conseils vitaux pour le cycle en cours. Le premier, c'est respecter votre stratégie. Quand le bullrun commence, tout monte ou presque, et on peut vite avoir un sentiment de toute puissance. Alors qu'à la base, je rappelle que vous avez réfléchi, vous avez mis en place une stratégie pendant les temps calmes, et vous n'avez pas fait tout ça pour tout casser au moment le plus important. Alors respectez bien le moment où vous prenez des profits, les narratifs sur lesquels vous avez développé une certaine expertise, la répartition de votre portefeuille bien sûr, le moment où vous vendez une crypto à perte pour rebalancer votre portefeuille, et surtout respectez le moment où vous avez atteint votre objectif financier et que vous vendez tout, quel que soit le cours à ce moment-là. Je sais que ça peut paraître un peu simple dit comme ça, mais toutes ces erreurs, je les ai faites. Le deuxième point très important, ça va être d'éviter le syndrome de l'objet brillant. Normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà composé un certain portefeuille et surtout vous avez mis en place une stratégie. Alors n'allez pas vendre vos cryptos sur un coup de tête pour acheter le nouveau truc à la mode sur Twitter parce qu'il a fait x5 sur la journée. Quand on reste concentré sur un sujet pendant trop longtemps, tous les jours vous allez voir sur les réseaux un flot continu de personnes qui vous annoncent la nouvelle crypto x100, x1000, le projet qui va tous les détrôner. Il y a pas mal de moments où vous allez voir des cryptos que vous n'avez pas dans votre portefeuille qui vont performer et c'est très bien. L'objectif, encore une fois, c'est pas d'être partout, ça n'existe pas. L'objectif, c'est d'être dans des domaines dans lesquels on connaît, de bien choisir ses narratifs et de suivre sa stratégie. Il y a un biais qui est très fort dans la crypto, c'est le fait qu'elle soit représentée sous forme donc, de token. Ça devient un peu comme une monnaie d'un jeu et on a parfois du mal justement à revenir à la réalité. Je rappelle quand même que plus vous êtes fatigué et plus vous aurez envie de vous tourner vers des activités qui apportent plus de dopamine. Quand on a bien dormi, on peut plus attaquer justement des actions réfléchies. Alors que si ça fait 2 jours ou ça faisait des semaines que vous dormez juste quelques heures par nuit, à un moment donné, vous allez être tenté de faire des moves complètement dégénérés qui vont gâcher tous les efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et le pire, c'est que sur le coup, quand vous allez faire ça, ça vous paraîtra logique. Enfin, le troisième conseil, et le plus important à mon sens, c'est de structurer vos recherches et de contrôler la pollution des informations. Si vous êtes exposé toute la journée à des infos sur Twitter, sur YouTube, vous allez forcément être tenté de faire des bêtises. Vous allez comparer votre performance aux autres, être attiré par les nouveaux projets comme on vient
de le voir, et vous allez sauter d'un secteur à l'autre. Ça, c'est ce qui arrive à la plupart des gens durant leur premier cycle. Beaucoup vous diront qu'il faut choisir quelques sources d'informations et pas regarder les autres. Je suis plutôt d'accord avec cette approche. Maintenant, le seul bémol, c'est que vous avancerez pas vraiment sur votre connaissance d'autres secteurs. Alors, est-ce qu'il est possible d'être au courant de tous les secteurs? Non, ça, c'est pas possible. Faut d'ailleurs faire un choix. Faut pas être bon partout. Maintenant, si je devais vous apporter une approche un peu alternative, ça serait de structurer vos recherches. Pour ça, il faut que vous délimitiez le temps de recherche que vous consacrez par jour. Sur Twitter, je vous conseille de créer des listes par type de créateur de contenu, mais également de vous autoriser un temps fixe pour faire des recherches en dehors de vos canaux d'information. Par exemple, une ou deux fois par semaine, vous faites des recherches sur des nouveaux secteurs ou sur des sujets un peu plus nichés que vous creusez en ce moment. Pour encore mieux structurer vos recherches, moi je vous conseille de créer carrément un template sur Notion ou sur Obsidian. Si vous voulez un exemple encore plus concret, moi perso, j'ai une feuille de recherche avec mes sources d'informations, j'ai des listes sur Twitter, j'ai également des logiciels qui font le tri pour moi sur les réseaux comme Twitter. Il y a des newsletters auxquels je suis abonné et du coup tous les jours je consulte les mêmes sources d'informations. Par contre, deux ou trois fois par semaine, j'ai un créneau libre où cette fois, je vais chercher librement d'autres sources d'infos et je vais creuser des sujets dans lesquels j'investis pas encore. Si je trouve des idées intéressantes, je les note. Si je trouve des sources d'infos intéressantes, là je les ajoute à ma liste. Et le deuxième avantage à faire ça, c'est que ça va vous permettre de diversifier les médiums d'information. Ce que j'entends par là, c'est que chaque livre, vidéo, article, newsletter, tweet peut traiter le même sujet mais avec une perspective qui est un peu différente. Et pour apprendre, varier les perspectives, ça aide beaucoup. Quand vous découvrez un contenu nouveau, où vous avez l'impression d'apprendre quelque chose, votre cerveau il va libérer des hormones du plaisir comme la dopamine. Et ça va faciliter votre apprentissage. Par exemple, il m'arrive souvent d'écouter en livre audio des livres que j'ai déjà lus, ou de regarder plusieurs vidéos sur le même sujet, mais qui sont traités différemment ou par des personnes différentes. Bref, vous l'aurez compris, abonnez-vous à ma newsletter.